Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Tout d'abord, je m'excuse pour la cadence, parce que une fois que j'enclenche sur un sujet, plein de choses me viennent à l'esprit que j'ai oublié de dire, et que bon, je pourrais pas tout rassembler en un audio et se retrouver avec un audio d'une heure et demie. Bon. Donc je préfère couper par petites parties. Et chacun écoute quand il a le temps, petit à petit, quoi. Cet audio, il aurait pu être tout public. Bon, c'est vrai que je m'adresse surtout dans ce cas-ci aux musulmans parce que, voilà, le mariage ou l'union entre un homme et une femme en dehors de l'islam répond à d'autres contraintes et règles que celles des musulmans. Donc évidemment, mais bon, ça peut être intéressant pour les deux, donc ne vous enfuyez pas. Si vous n'êtes pas musulman, vous pourrez en tirer peut-être quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, je voudrais parler d'un sujet dont pas beaucoup de gens parlent, bien entendu, qui est abordé parfois par Frédéric Delavier. J'espère que je prononce bien son nom. Je crois qu'il a fait un livre qui vient de sortir là-dessus, que je n'ai pas lu. Euh, peut-être je le lirai, je ne sais pas. Je vais expliquer pourquoi, qui s'appelle Sexe contre énergie. Je l'ai vu sur Amazon et tout ça, ça me semble intéressant. Après, moi, mon petit problème avec, euh, avec cette personne, c'est que je trouve qu'il a des raisonnements très intéressants. Il ouvre des pistes très crédibles. Mais c'est vrai que la constante référence aux hommes préhistoriques euh, me dérange un peu parce que, bon, pour des raisons évidentes, religieuses, etc. Et moi, en fait, je suis beaucoup plus intéressé. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire préhistorique, on peut dire l'homme primaire. Si vous allez en Papouasie ou dans des pays pauvres, Haïti, etc., vous aurez des fonctionnements très proches de ce qu'il décrit, alors que, bon, on n'est pas à la préhistoire. Mais bon, c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer. Mais je vais un petit peu apporter ma touche personnelle qui est un petit peu complémentaire à tout ça. À savoir, je ne vais pas parler des relations homme-femme dans le sens général, sinon on en a pour 5 heures. Je vais parler d'un sujet précis qui est pourquoi, parce que je pense que ni les hommes ni les femmes ne le comprennent, pourquoi la plupart des femmes musulmanes, souvent non musulmanes aussi, je crois, ne refont pas leur vie, ne se remarient pas, et quelles sont les raisons de tout ça en fait. Parce que beaucoup de gens n'ont pas l'air de bien comprendre. Alors, il faut commencer par le commencement. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et je l'ai déjà dit dans mes audios, dans des mécanismes inconscients. C'est pour ça que souvent on dit non, je crois pas que c'est vrai, t'exagères. Parce que le conscient des gens, parfois, n'admet pas ce que leur inconscient leur dicte. Vous comprenez? L'inconscient, par définition, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on n'encadre pas, qu'on ne peut pas rationaliser. On subit. On subit. Et donc, si on commence par le commencement, un homme et une femme, quand ils sont jeunes, et qu'ils se désirent, et qu'ils s'attirent, etc., ils sont dans un moment de grâce, comment dirais-je, qui fait que, aussi bien l'un que l'autre, pour des motivations différentes, ils sont prêts à énormément de sacrifices, de compromis, de... Ils ferment les yeux sur beaucoup de choses qui les dérangent chez l'autre ou que l'autre les oblige à, parce qu'ils sont dans ce moment de grâce. C'est-à-dire, je suis jeune, elle est jeune, on se découvre, on est compatible physiquement, sexuellement, etc. Et donc, on est prêt à beaucoup de choses. Puis, on en a parlé dans l'audio d'hier, il y a les aléas, il y a les hauts et les bas, il y a la routine, il y a les malentendus, il y a les jalousies, il y a les petites blessures qui s'accumulent. Qui s'accumulent.
Alors bon, il y a les gens raisonnables qui appliquent un petit peu ce que j'ai dit hier. Ils minimisent, ils dédramatisent, ils dialoguent, ils patientent, ils attendent que le vent passe, enfin le vent, la tornade, bon. Mais bon, souvent les gens, malheureusement, comme ils subissent leur nature, leurs émotions, ils sont plutôt dans je vais le faire payer, je vais me venger, et il va falloir qu'on éclaircisse ça jusqu'au bout, etc., etc. Parce que les gens sont comme ça, ils sont rancuniers, ils sont vengeurs, euh, ils n'oublient pas, ils pardonnent pas, ils dédramatisent pas, c'est comme ça. Voilà, malheureusement. Il y a un mot, ils ruminent. Voilà, les gens ruminent. Alors au début, bon ben, on rumine peu de choses. Première année de mariage, deuxième, troisième. Et puis, on rumine de plus en plus. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il m'a dit ça, il a fait ça. Bon, il ou elle, hein, peu importe. Et voilà, on se retrouve devant une grande citerne de reproches, de frustrations, de blessures. Bon, on va pas se répéter, on a compris. Alors, souvent les gens, ben, ça se termine pas bien. On s'accuse, on s'humilie, on se frappe, on se rabaisse. Et alors évidemment, bon, ben, ça se termine pas bien. Et les gens finissent par divorcer. Bon, si on prend la moyenne des gens, je dis bien la moyenne, les exceptions, c'est les exceptions. Vous vous rappelez, il y a 2, 3 audios, je vous ai dit, moi je suis une exception. Donc, ça ne sert à rien de prendre des exceptions comme base, il faut prendre la masse. La masse des gens, chez les musulmans, et un peu plus tard chez les non-musulmans, il y a une petite différence, c'est que les gens se marient, on va dire, entre 25 et 30 ans. Plus ou moins, plus ou moins. En attendant, ils font des études, ils vivent chez leurs parents, ils mettent de l'argent de côté, ils font des petits boulots, etc., etc. Ok. Donc ils arrivent, c'est important de comprendre ça, ils arrivent après 10, 15 ans de puberté dans le mariage. Ça, c'est un élément très important. Très important. Parce que ça veut dire que pendant 10, 15 ans, il s'est passé des choses. Inévitablement. D'accord? Des fantasmes. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, parce qu'on va encore me dire que je suis vulgaire. Mais bon, le problème, c'est comment on explique. Moi, je veux bien, mais je suis obligé à un moment donné d'expliquer les choses. Donc, bon, je vais essayer de me mesurer, parce que je comprends, j'admets. Mais voilà, il y a eu 10, 15 ans de puberté qui sont passés. Il se sont passés plein de choses que vous pouvez imaginer. Et on n'arrive pas vierge, mais je ne parle pas de vierge physiquement. Bon, ça peut arriver. Enfin, de moins en moins, mais ça peut arriver. On arrive non vierge mentalement. Parce qu'on a eu des amours déçus, on a eu deux, trois Kabbalah qui se sont mal passés, on a eu telle ou telle expérience. On vient donc dans le mariage avec des séquelles, des petites séquelles physiques et mentales. Ça, c'est la rançon de se marier tard. Parce que voilà, qu'on le veuille ou non, je veux dire, moi je veux bien qu'on soit dans le déni, hein, mais le problème, ça ne nous fera pas avancer dans la compréhension de ce qui nous arrive. Qu'on le veuille ou non, quand on se marie, j'entends par marier qu'on vit ensemble et qu'on couche ensemble. Bon, ce qui est normal pour des gens mariés. Quand on se marie à 25, 30 ans et qu'on a eu 10, 15 ans de puberté derrière soi, suivant son degré de piété, on a vécu plein de trucs. Et donc, on a notre mémoire consciente et inconsciente à stocker des expériences, des visualisations, des impressions, des déceptions, etc., etc. Ok. Je m'excuse de me répéter, mais c'est parce qu'il faut bien comprendre le cheminement dans lequel je veux vous amener. Et donc, on se retrouve en ce mariage, idéalement très fusionnel, dans lequel on fait beaucoup de compromis, dans lequel on ferme les yeux sur beaucoup de choses, dans lequel on force un petit peu les choses. Pourquoi? Ben, l'homme, parce que il a envie de se stabiliser avec cette femme
avec qui il a des relations sexuelles gratifiantes, enrichissantes, épanouissantes, et il se dit, ah, avec cette femme, je peux envisager quelque chose à long terme et avoir une famille et être heureux et être apaisé. En gros, hein, je schématise. Tandis qu'une femme, elle se dit, consciemment ou inconsciemment, je me répète, elle se dit, bon, voilà un homme qui me plaît, qui a un certain niveau intellectuel, avec qui j'ai une bonne harmonie physique, qui n'est pas complètement comme je voudrais, mais ça viendra avec le temps, je vais le travailler au corps. Et comme il est beau et intelligent, etc., on fera des beaux enfants, donc c'est une bonne piste. De nouveau, je caricature, je réduis, je simplifie, mais c'est dans le but de ne pas entrer dans des explications ultra longues et ultra complexes qui vont, bon, peut-être être intéressantes, mais qui dans le support Internet n'est pas l'idéal. Il faut développer ça dans des livres normalement, mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Rappelez-vous de pourquoi l'homme et la femme se sont engagés dans cette relation, avec des motivations un petit peu différentes. L'homme, c'est assez sexuel, la femme, c'est un bon terrain constructible, vous comprenez? C'est un terrain qui se prête à la construction d'une maison, en gros. Hein. Alors, la suite, c'est quoi? Si pour une raison ou une autre, les relations sexuelles se détériorent, il y en a de moins en moins, c'est de moins en moins comme on voudrait, Euh, il y a des passages de, comment on appelle, de sevrage, de boycott, ou comment on appelle, je cherche le mot, euh, les chambres à part. Bon, c'est là où l'homme, en tout cas, il commence à remettre son choix en question, enfant ou pas enfant. Il commence à se dire, est-ce que la compagnie de cette femme est une source d'épanouissement, d'apaisement, de satisfaction, qui fait que j'ai envie de travailler, de ramener de l'argent, de m'occuper de la maison, de bricoler, d'aider avec les enfants. C'est ça qui fait que, hein. Si tu enlèves cet élément-là, l'homme commence à se poser des questions. Je n'ai pas dit qu'il s'enfuit. Je n'ai pas dit qu'il jette tout en l'air. J'ai dit qu'il commence à se poser des questions. Il commence à être dans une situation de fragilisation de sa famille. Au début, il va dire patience. Après, il va dire où est-ce qu'on va. Puis il va dire est-ce que je ne serais pas mieux seul? Et puis il va se dire est-ce qu'il n'y a pas un autre foyer qui pourrait m'accueillir, même si c'est un simple ami euh, avec qui je devrais loger et partager les frais pour ne plus être dans cette situation. Il y a une sorte de... C'est la graduation de la décadence avant la rupture. Alors, la femme, de son côté, c'est un petit peu différent, parce qu'elle peut passer par de très longues périodes d'abstinence, en le vivant un peu mal au début et puis assez bien. Donc elle n'est pas dans cet empressement, elle n'est pas dans cette panique à bord, elle est plutôt dans, bon, voilà, je l'ai puni, euh, on fait chambre à part, ou on n'a plus de relation, on va voir s'il a compris la leçon, s'il se corrige, s'il devient comme je veux, j'envisagerais peut-être de redevenir comme avant. Mais bon, j'ai d'autres chats à fouetter. Je suis plus une petite jeunette amoureuse. J'ai mes enfants. Je dois perdre 5 kilos. Euh, j'ai mes, j'ai mes passions de mon côté. La couture, le ceci, je sais pas quoi, moi, chaîne YouTube et autres, séries, etc. On va voir. On va un peu voir comment il évolue. Parce que rappelez-vous, le but, c'est la construction de la maison. Et si elle juge que cet homme n'est plus une source de fondation solide, et donc n'est plus de confiance, n'est plus rassurant, parce que ceci, parce que cela, bon, plein de raisons que vous pouvez imaginer,
moi, je mets les travaux de la maison en stand-by. J'arrête les travaux. Et j'attends. J'attends quoi? J'attends qu'il change, qu'il qu'il paye d'une façon ou d'une autre pour ce qu'il m'a fait subir, ce que je juge qu'il m'a fait subir et qui m'a déçu. Et bien sûr, les travaux sont déjà entamés. J'ai pas envie de divorcer. Sauf raison de force majeure, j'ai pas envie de divorcer. On a des enfants, les murs sont déjà construits, les fondations. Non, non, ce que je veux, c'est qu'ils se réforment, qu'ils deviennent comme je veux. Et à ce moment-là, on reprend les travaux. Peut-être pas aussi passionnément qu'au début, mais on reprend les travaux. Et malheureusement, ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, c'est que quand elles font durer longtemps cette période de punition, qui est bouderie, chambre à part, froideur, reproches, cris, disputes, etc., le cœur de l'homme s'assèche, se refroidit, s'inquiète et se détourne. Et là, on arrive souvent à la situation, malheureusement, qui n'était pas voulue par la femme, mais qu'elle a fait que ça arrive, qui est que l'homme dit, oui, on a fait des fondations, oui, on a fait des murs, c'était bien, c'était un beau rêve, c'était chouette au début, mais là, l'eau s'est accumulée dans les caves, les champignons sont occupés à attaquer les murs, et je vois que, à moins de me soumettre totalement à tes attentes, à tes revendications, légitimes ou illégitimes, ça c'est un autre débat, on ne pourra pas reprendre les travaux. Et donc, j'aimerais reprendre des travaux ailleurs. Ok, j'essaye de... C'est pas facile, mais j'essaye d'imager ce que je dis. Hein. Alors, divorce. Et le divorce, même si une femme l'a dit, je veux divorcer, je sais pas quoi, dégage, je veux plus de toi, enfin bref, c'est qu'un pauvre type, tout ce qu'on peut entendre ou imaginer, elle est toujours surprise et choquée quand l'homme passe à l'acte. C'est-à-dire, ah bon, tu veux vraiment divorcer, tu me le dis depuis des années, bon ben, on va le faire. Quoi? Ah, tu vas partir, donc tu veux abandonner ta famille? Ah, mais donc t'es vraiment un salaud, en plus que ceci. Bon, donc en fait, c'est toujours mal vécu. Même si on a tout fait, tout dit pour que ça arrive. C'est vécu comme une trahison et ça rajoute à l'idée de la femme que décidément l'homme il est vraiment immature, il est vraiment un salaud, il est vraiment égoïste, il est vraiment, je sais pas tous les mots qui peuvent être dits, hein, mais bon, bref. Et ça se termine, d'accord? Ça se termine. Idéalement dans le calme, souvent dans les cris et les tragédies et les avocats et les machins. Bon, la suite. La suite. Bah, la suite, il y a plusieurs cas de figure. Je pense un petit peu à des gens qui y a autour de moi pour citer un peu la norme. Soit les gens, même les hommes de nos jours, pas mal, parce que l'homme il est un peu féminisé, c'est-à-dire féminisé, je ne le dis pas pour abaisser, parce que j'estime qu'il y a des valeurs féminines qui sont intéressantes à adopter pour l'homme. Mais dans ce cas-ci, c'est un petit peu autodestructeur, c'est-à-dire que l'homme va être comme en état de choc. Il faut comprendre pourquoi. Il voit plus ses enfants, il n'a plus de vie sexuelle, il doit payer des pensions alimentaires. Et quand il voit ses enfants, il retrouve des enfants qui ne sont pas éduqués par eux, mais par l'ex-femme ou un beau-père. Et donc l'homme est en état de choc. Je sais qu'on va me dire, ah, faut arrêter de faire la victime. C'est la réalité des faits. Je ne parle pas des salauds, je ne parle pas des sales types. Je dis un homme normal avec qui ça s'est mal passé, il est en état de choc parce qu'il perd tout dans l'aventure. Tout, tout, tout. Sa sexualité, ses enfants, sa vie de famille, sa stabilité,
la façon de manger, de dormir, l'homme redevient une espèce de je sais pas quel mot mettre, mais une espèce d'âme perdue qui erre chez des amis, peut-être chez ses parents, ou tout seul dans un studio, où il doit complètement se prendre en main, etc., etc. Et il doit surtout pas attendre de la pitié de la femme, qui va dire et répéter, si tu tenais vraiment à ta famille, tu aurais accepté de te réformer complètement comme je veux. Comme tu n'as pas voulu et que tu t'es enfui, eh bien souffre, mon salaud, et paye, et accepte mes conditions, et ne t'avise pas avec les enfants de faire ceci, cela, cela. Tu feras avec eux ce que je te dirai de faire, sinon j'irai trouver un juge pour dire que je veux la garde exclusive. Je schématise, je simplifie, je sais, mais je le dis quand même. Donc on a les hommes en état de choc qui disent « Je suis en état de choc, je suis plus du tout capable de me réinvestir dans une relation » et qui restent célibataires. Il y en a de plus en plus, franchement, j'en connais de plus en plus, d'hommes qui ne sont plus en état psychologique après ce genre d'aventure pour se remettre dans un mariage. Ils voudraient, mais ils ont trop peur. Et je ne dis pas qu'ils ont tort ou raison, c'est très compliqué, mais bon, c'est un fait. Et il y a d'autres hommes qui, eux, au contraire, disent, bon, ben, moi, la vie continue, tant pis, je passerai d'une femme à l'autre, jusqu'au moment où on me respectera, on me considérera, on acceptera de dialoguer avec moi, on acceptera que je suis le dirigeant de cette famille, on acceptera mon statut, et si je dois me marier 10, 15, 20, 30 fois, je le ferai. C'est un petit peu ce que je disais moi il y a 10 ans, franchement. Enfin, si vous connaissez mes archives, je disais ça. Aujourd'hui, je ne le dis plus trop. J'expliquerai pourquoi. Alors ça, c'est la question de l'homme. Alors maintenant, c'est là où ça m'intéresse, moi, particulièrement, c'est la question de la femme. Alors la femme sort d'une maison qu'elle n'a pas réussi à terminer, et une maison dans laquelle il y a des enfants, souvent. Et donc, au-dessus de la maison, il faut mettre un petit toit en plastique, il faut bricoler, parce que la maison n'est pas terminée, et en plus on est toute seule pour la gérer, l'administrer, la chauffer, l'éclairer, la couvrir. Donc la femme, en fait, elle est totalement absorbée par comment je vais sauver mes enfants de cette entreprise qui a échoué. Et ça prend beaucoup d'énergie, surtout pour des femmes qui ne sont pas spécialement éduquées à s'occuper d'enfants, puisque la plupart des femmes modernes sont éduquées pour étudier et travailler, ne sont pas éduquées pour gérer une maison et des enfants. Voilà, c'est un débat à part encore, mais c'est un fait, voilà encore un fait. Et donc, gérer une maison et des enfants les occupe et les englobe totalement. Ce qui fait que, dans un premier temps, il n'y a pas beaucoup le temps pour commencer à faire la belle à nouveau, et les mukawala, avec les frères exigeants, alors qu'on n'a plus du tout envie de faire les quelconques concessions, parce qu'on vient de se taper 7 ans de mariage, où on a fait plein de compromis et ça a échoué. Alors on se dit, bon ben, je vais faire débarquer un nouveau type, il redevient avec de nouvelles exigences, je dois jouer la soumise, Jazakallah, Barakallahu fik, oui, mashallah, faut craindre Allah, t'as raison mon frère, bon. Moi j'ai des gosses à m'occuper, d'ailleurs ça m'inquiète un peu l'idée qu'il y a un beau-père, comment ça va se passer avec mon fils, je sais pas, etc., etc. Donc vous comprenez que le terrain, il est miné. Le terrain est miné, il est dangereux, il est complexe, parce que la femme, même si pour des raisons économico, physico-sexuelles, enfin je ne sais pas ce que vous voulez dire, elle voudrait d'un homme dans sa vie, le contexte est compliqué. Parce que tu sors, je répète, tu sors de 10-15 ans de puberté, avec tout ce qui s'est passé, tu sors d'un mariage de 7 ans, avec plein d'investissements personnels et des enfants qui a échoué. Comme tu as 37-38 ans, ou 35, enfin 35-40 on va dire, pour faire large,
t'approches tout doucement d'un âge où tu dois préparer ta ménopause. Tu es une femme complètement accomplie. Tu es loin de l'adolescente naïve qui tombe amoureuse, qui frétille pour un homme, qui est prête à tout. Voilà, t'as vécu, t'as subi, t'as eu des rêves déçus. Oui, c'est comme ça. C'est pas une question, selon moi, parce que beaucoup de gens ils comprennent pas ça bien. Les gens pensent que c'est une question physique. C'est-à-dire, ouais, une femme de 35-40 ans, elle a déjà du vécu, n'est plus vierge. C'est pas tellement ça. Selon moi, hein. Après, bon, selon moi, c'est qu'en fait, il y a surtout des casseroles et des blessures psychologiques qui font que, et c'est là où vous comprenez, c'est là où je vais arriver à mon point, quand on dit pourquoi les femmes ne refont pas leur vie, pourquoi ça se passe pas bien, pourquoi ceci, pour une raison mathématique. Vraiment, c'est mathématique, c'est de la logique pure. Si vous mettez dans l'équation, écoutez bien, si vous mettez dans l'équation allocation, diverses, hein, c'est-à-dire femmes isolées, les enfants, toute une série d'allocations, je ne vais pas vous faire la liste, plus pension. Tu es déjà dans une situation en fait où tu es économiquement quasiment intouchable. C'est-à-dire, tu vas pas vouloir spécialement un homme parce que ta situation économique est désastreuse. Ça, c'est plutôt l'homme qui est dans une situation désastreuse. Il n'a plus de gens à charge. Il paye des impôts plein pot. Il paye des pensions alimentaires qu'on lui prend de force. C'est une des seules choses qu'on prend de force à un homme, en tout cas qui travaille ou qui... parce que bon, enfin, ça dépend les pays et tout, mais enfin bon, bref, on va pas entrer dans les détails techniques. Et l'homme se retrouve en fait totalement déplumé. Donc rappelez-vous, l'homme est dans un trauma, j'ai plus de vie sexuelle, je mange mal, je dors mal, je vois plus mes enfants, je paye. Et en plus, donc je suis le salaud total de l'affaire, bien sûr. Et en plus, économiquement, je suis détruit. Et si je relève la tête, on me prélève tout sur mon salaire. Et ça va rien du tout arranger à ma situation. Mon ex-femme va toujours autant me détester. Mes enfants, je vais toujours aussi peu les voir. Et ils risquent d'être très différents de moi et de même me reprocher ce divorce parce qu'ils entendent les complaintes de leur mère. Donc au final, j'ai tout perdu. En justice, je suis toujours le sale type, surtout si je suis musulman. Je suis toujours le mauvais avec la pauvre femme victime derrière son voile. Enfin bref, vous êtes complètement crucifié. Disons-le franchement. Et alors, la femme, je reviens, je fais une petite incartade. La femme, donc, elle est économiquement plus ou moins dans une bonne situation si elle sait gérer un minimum son argent. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, tu peux leur mettre 10 000 euros par mois sur un compte, elles terminent à zéro parce qu'elles ne savent pas gérer. Ça, c'est un autre problème. Je dis, une femme qui sait gérer avec des enfants, normalement, doit s'en sortir très bien avec 2 000 euros par mois. Normalement. Si elle s'en sort, si elle est un minimum organisée. Bon. Donc économiquement, c'est pas l'urgence. Et ça, c'est important. Parce que beaucoup de mariages de l'époque, de l'ancien temps, de mariages qui duraient ou dans lesquels on faisait des compromis, où on se remariait en seconde noces, comme on dit, c'était pour des raisons surtout économiques. Parce qu'il fallait survivre, il fallait manger. Donc, il ne fallait pas faire la fine bouche. Il fallait faire la Nadine de Rothschild qui va à la télé et qui vous dit franchement, moi je savais que mon mari me trompait, mais j'étais baronne, j'avais un statut. Donc je faisais mes petites affaires dans mon coin discrètement et lui les siennes, je le savais, mais je restais bien en place parce qu'il y avait mon gâteau que je ne voulais pas lâcher. Comprenez? Et les femmes se remariaient et disaient oui facilement à un homme après un divorce malheureux parce qu'il fallait survivre pour elle et ses enfants. Aujourd'hui, c'est un problème qui est écarté. La société vient à l'aide des femmes divorcées avec plein de trucs, un logement social, alloc, pension, le mari crucifié, enfin bref. Donc ça, c'est un premier problème qui est réglé. Deuxièmement, sexualité. Bien sûr,
bien sûr que tout être humain a des besoins sexuels, etc. Bon, c'est pas l'objet de dire ça. Mais, mais, soyons francs et honnêtes entre nous, quand on a la quarantaine passée pour un homme, les 35 ans passés pour une femme, on est sur une courbe descendante au niveau des désirs. C'est-à-dire qu'on gère ça mieux, on est moins foufou, fofolle, on est plus rationnel et à cause justement des périodes de séparation, de solitude et tout, on a su gérer sa sexualité. Qui fait que, à un moment donné, la femme, elle est un petit peu difficile au début, et puis elle rentre dans un rythme de croisière où en fait elle se dit, bon, c'est sympa, c'était chouette, mais moi j'ai d'autres sources d'épanouissement aujourd'hui. Je vais faire du jogging avec mes copines, je fais du théâtre, je fais des formations, je fais des petits road trips avec des amis en Europe. J'ai d'autres sources de satisfaction, ce n'est pas ultra nécessaire à ma vie. D'ailleurs, d'ici quelques années, bon voilà, j'ai eu mes enfants, j'ai eu mes plaisirs, je peux passer à autre chose. Pour l'homme, c'est plus délicat, parce que l'homme est un reproducteur. Tôt ou tard, il a ce désir qui remonte, mais qui est moins difficile à gérer à la quarantaine qu'à la vingtaine. Et donc, de nouveau, on n'est pas sur un pied d'égalité face à tout ça. C'est-à-dire que l'homme, souvent, quand il prend le courage, après toute cette destruction, de se réengager, il le fait souvent pour des raisons pratico-sexuelles. C'est-à-dire, voilà, la vie est plus douce, plus facile quand une femme nous aide à la maison, les tâches, la cuisine, euh, la chaleur pour dormir, la sexualité, bien sûr. Bon, c'est un peu tout ça. Je veux dire, si tu dis à un homme, tu te remaries, mais ta femme ne cuisine pas, ta femme ne couche pas, ta femme ne dort pas avec toi, et ta femme ne t'aide pas à nettoyer, ranger la maison, il n'y aura pas grand monde en fait pour signer en bas du papier. Soyons francs et honnêtes, ça fait toujours du bien. Donc, économie, ça va. Sexualité, c'est sous contrôle. Les enfants, ben on sait très bien que c'est pas très bon, qu'ils n'ont pas d'autorité paternelle. Souvent, ben, le gamin, à 14-15 ans, devient le petit chef de la maison, ça devient le mari. Et puis à la fin, bon, s'il est pas bien éduqué, il commence à taper de l'argent à sa mère, il la menace, il peut même la frapper. Des trucs d'histoire connue. Pourquoi, à cause de toi, papa est parti? Pourquoi tu as été comme ça? Bon, parfois la femme, elle le paye sur le long terme, le divorce. À court terme, c'est l'homme qui paye. À long terme, c'est parfois la femme. Enfin bref, dans la vie, tous sont des vases communicants et à un moment donné, tout le monde paye d'une façon ou d'une autre. Si pas économiquement, c'est humainement. Donc la femme, c'est ça, mais bon, elle pense aussi, s'il y a un beau-père, comment ça va se passer? Ça va pas être de tout repos. Moi, je vais pas accepter qu'il agisse comme un père, parce qu'il n'est pas leur père. Et d'un autre côté, ben, mon fils, il va être possessif, il va sentir qu'on lui vole sa mère. Si le gars n'est pas ultra psychologue et ultra habile, ça va mal se passer. Alors, tu mets tout ça ensemble. L'économie, ça va. La sexualité, je gère. Les enfants, est-ce que ça va bien se passer? Plus les blessures du passé. Ouais, mais au final, c'est un peu tous des salauds. Ils deviennent pas comme on voudrait qu'ils soient. Et qu'est-ce qu'elles se disent, les femmes, au final? C'est quoi? Le jeu, il n'en vaut pas la chandelle. Je passe mon tour. Sauf, parce que des gens vont me dire, ouais, mais non, c'est pas vrai, il y a plein de femmes qui ont la quarantaine sur les réseaux de rencontres, machin. Sauf, oui, il y a un cas de figure où c'est possible. C'est le cas où, c'est ce que j'entends de nouveau, hein, la femme, mettez-vous bien dans la situation pour que vous compreniez pourquoi ça se passe mal. La femme, donc, elle arrive à la quarantaine, elle a un petit peu de surpoids, elle a du vécu, etc. Elle est plus aussi aguichante qu'à 20 ans, physiquement. Mais en plus, elle arrive avec tout son vécu, tous ses reproches, toutes ses craintes. C'est pour ça qu'on voit parfois des annonces comme ça. Sœur, blablabli, blablabla, cherche un frère pour la compléter dans la religion, un homme doux, gentil, compréhensif, tolérant, blabla. De préférence un converti. On lit ça parfois, hein. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon,
Moi par nature, je suis attiré par les hommes maghrébins de ma race, de mon ethnie. C'est ça qui m'attire, c'est ça que j'aime bien, franchement. D'ailleurs, c'est ça qui plaît à ma famille aussi. J'ai essayé, 7 ans, 2 enfants. Ça s'est terminé dans les coups, dans les disputes, dans les histoires, la violence, les kidnappings d'enfants, hein. Moi, aujourd'hui, en fait, ce que je veux, c'est un... Comment je vais dire ça d'une façon polie? Je veux, en fait, une assurance tout risque. Un homme, un petit peu, voilà, viril, mais pas trop, macho, mais pas trop, qui est un petit peu à ma main, donc un petit peu plus soumis, un peu plus romantique, un peu plus bêta, quoi. Alpha, j'ai goûté 7 ans, j'en suis ressorti démoli. Maintenant, je veux un homme bêta. Un converti me conviendrait bien. Un qui dit Amen, que je peux un petit peu manipuler. S'il fait des trucs qui me conviennent pas, ben je lui fais 2, 3 scènes et il rentre dans le rang. Un gars qui est à ma main. Donc, de préférence, un converti. C'est ça que ça veut dire quand on dit ça. Je vous le dis franchement. Et donc, on revient à ce que je voulais vous dire quand je voulais dire les exceptions. Donc une femme qui a la quarantaine, un petit peu en surpoids, pleine d'exigences, pleine de méfiance, parce que voilà, elle veut bien, à condition qu'elle trouve l'homme complètement qui lui convient. C'est-à-dire, je caricature, mais c'est à peu près ça, hein. Converti, un bon travail, pas trop à la maison, qui va pas trop se mêler, sauf quand il faut un petit peu encadrer, va pas trop se mêler de mes enfants, parce que mes enfants, ils ont leur père, qu'ils voient un week-end sur 2, etc. Hum, voilà, qui soit pas trop ceci, qui soit pas trop cela, et qui m'entretienne, et qu'il accepte mes défauts, et qui ne me demande pas de jouer la petite minette folle amoureuse de 20 ans. On fait un petit mariage de raison, gentiment. Alors là, peut-être, s'il m'invite au resto, il paye, je vois qu'il n'est pas trop dominant, que je pourrais garder mon autonomie, alors peut-être que je me réengage dans quelque chose petit à petit. D'abord chacun son appart, et puis il vient un petit peu à la maison. Et puis si je vois que ça se passe bien avec mes enfants, il peut peut-être venir, mais il faudra pas qu'il me dise de changer la décoration ou de modifier trop de choses, parce que sinon, c'est bon, j'ai donné. Enfin, je fais un petit peu de théâtre exprès pour vous dire pourquoi, au final, très peu de femmes refont leur vie. Parce que tout ce que je viens d'expliquer. Et j'ai expliqué aussi pourquoi beaucoup d'hommes refont leur vie. Parce que, dans leur cas à eux, malgré la destruction, malgré le déplumage, malgré la déception, ils ont besoin d'une femme dans leur vie. Ou alors, si au niveau sexualité, ils sont vraiment en full contrôle et ça va et tout, ils peuvent opter pour une cohabitation, une colocation avec un frère, un ami. Ils partagent les frais. Bon, pour peu qu'un cuisine bien et que l'autre fasse le ménage et qu'ils aient chacun leurs activités et ils ne sont pas trop l'un sur l'autre, il peut aussi y trouver son compte dans ce sens-là, en disant, bon, ben, j'ai eu ma vie, j'ai eu mes expériences, j'ai connu des femmes, j'ai eu des enfants. Maintenant, je passe à autre chose. Je pense à faire de l'argent, je pense à faire du sport, je pense à prendre soin de moi. Refaire ma vie, oui, si c'est possible, si ça se présente, mais je ne vais pas m'angoisser avec ça. Ça dépend le degré, en fait, de, comment je vais dire, de contrôle de sa sexualité. Pour un homme, je parle, hein. Donc, à nouveau, quand on voit un homme qui passe de mariage en mariage, c'est un homme, à un moment donné, qui n'essaye pas de se dire est-ce que c'est sain que je me réinvestis continuellement dans des mariages pour des raisons uniquement sexuelles? Parce qu'une femme, elle n'est pas en attente uniquement de sexualité. Elle est en attente de construction, de stabilité, d'éducation, de plein de choses en plus. Et ça, il faut le savoir. Une femme ne s'engage pas comme ça avec un homme. J'ai des besoins sexuels. Non. L'homme, oui, mais la femme, non. Elle attend d'autres choses. Et elle ne va pas du tout se réinvestir après un divorce uniquement pour des raisons sexuelles. Non. Elle veut pour, voilà, quelqu'un, pour mes vieux jours, qui me fasse oublier
mes traumas de mon ou de mes mariages précédents, qu'il ne soit pas trop ceci, pas trop... Voilà, la femme est dans une recherche de plus profonde, parce qu'elle a vécu les choses différemment, elle a des enfants avec elle, c'est très différent tout ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire, quand on voit des divorcés, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie des divorcés. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut le savoir. Et il faut savoir que si vous êtes mobilisé en tant qu'homme pour des raisons pratico-sexuelles, c'est pas le cas de la femme. La femme, elle veut quoi en fait? Elle veut plus vraiment de la bagatelle. Oui, un peu, bien sûr, ça reste un être humain, mais elle veut en fait quelqu'un qui a une voiture, un travail, qu'elle doit plus ramener les courses en bus, les bouteilles d'eau, quelqu'un qui va un petit peu encadrer ses fils pour pas qu'ils débordent trop, qu'ils ne deviennent pas des délinquants, quelqu'un qui va faire que les fins de mois ne seront pas difficiles, qu'on pourra un petit peu se payer des extras. C'est ça la motivation de la femme qui veut refaire sa vie. Ce n'est pas j'ai des besoins, allez, le premier venu. Ça existe, hein. C'est des femmes un peu viriles, un peu avec de la testostérone, mais c'est pas la norme. De nouveau, moi je reste toujours dans la norme. Les exceptions ne sont pas la norme. La norme, c'est ce que je décris. Et donc je vous explique tout ça pourquoi? Pour dire que quand je vous ai dit hier, attention au divorce à la légère, c'est parce que quand on divorce, que la demande vienne de l'homme ou de la femme, vous venez d'entendre c'est quoi la suite. La suite, c'est ça. C'est l'isolement, c'est la solitude, c'est les frais économiques, c'est l'éloignement des enfants, c'est plein de choses. Voilà pourquoi un divorce, c'est pas un acte à faire à la légère. Euh, il faut bien réfléchir, bien réfléchir à toutes les conséquences sur soi, sur l'autre et sur les enfants. Et si on va quand même au bout du processus, il faut assumer la suite. Il ne faut pas commencer à pleurnicher partout. Il faut assumer la suite. Si toi, en tant qu'homme, tu as voulu divorcer de ta femme, malgré qu'elle te faisait à manger, malgré qu'elle supportait tes défauts, malgré que ceci, cela, assume derrière hein, que tu vas te retrouver seul avec des surgelés et pas de sexualité, avec tout ce qui va en découler. Je ne vais pas faire de dessin. Hein. Et quant à la femme, ben, c'est fini le chauffeur, c'est fini le gars qui sort les poubelles, c'est fini le gars qui encadre les enfants, c'est fini le gars qui propose une sexualité dans le halal, c'est fini beaucoup de choses aussi. C'est fini le mal que vous n'aimiez pas chez lui, mais c'est fini aussi le bien qu'il y avait en lui. Et le problème, c'est que l'être humain, quand il pense au divorce, c'est parce qu'il se braque sur le mal. Il voit plus le bien. Il voit le bien quand c'est fini, quand l'autre n'est plus là. Et là, il devient comme une âme perdue. Je m'inscris sur Badoo, je m'inscris sur Mythique, je parle avec 5 mecs en même temps, je sais pas, lui il a l'air gentil, mais lui il a l'air intelligent, oui mais lui il a un bon travail, qu'est-ce que je fais? Allô Saïda, qu'est-ce que tu me conseilles? Oui, il y a Khalid qui travaille chez Bouygues, il y a Hamza qui est super marrant, et il y a l'autre qui a l'air vraiment tolérant tout en étant dans le din, je sais pas quoi faire. Voilà, vous devenez ça. C'est ça que vous devenez. Et c'est le début de la fin. C'est là où c'est la dégringolade. Ah tiens, Hamza, il était marrant sur les réseaux, mais en vrai, en fait, il n'est pas très marrant. Ah, Saïd, oui, il travaille chez Bouygues, il m'a pas dit que c'était un CDD. Dans 5 mois, son contrat est fini. Aïe. Etc., etc. Parce que les gens s'inventent des vies, parce que les gens s'embellissent, parce que les gens mettent des photos d'eux avec des filtres, quand ils sortent du coiffeur, qu'ils ont le beau petit sourire avec la canine qui dépasse. Les gens se montrent pas sortis du lit avec des cernes et les cheveux en l'air. Et ils mettent pas en avant leurs défauts. Enfin, c'est tellement vaste, vous savez. Et le problème, en fait, c'est un sujet central. Parce que c'est par là, en fait, que Shaitan commence à tout détruire. Parce que quand vous êtes comme ça aux abois, déçus, attristés, blessés, vous croyez que c'est facile d'avoir une relation saine avec Allah? C'est pas facile. Et c'est ça le but de Shaitan à l'incitation au divorce. C'est qu'il sait que hommes et femmes vont se retrouver dans la tourmente.
Et dans la tourmente, ben, on est moins concentré dans la prière. On fait des péchés, on doit sans cesse demander, faire tauba. On a peur de tout. Et on devient comme beaucoup de gens, en fait. C'est-à-dire, ben, tu te couches avec tes pop-corn devant une série Netflix. Tu joues à tes jeux vidéo. Et ta vie, elle est terminée, en fait. Tu n'es plus qu'un consommateur qui mange, qui boit, qui dort, qui voit des séries, et qui n'est plus du tout dans la construction de quoi que ce soit. Qu'Allah nous facilite. Le but n'est pas de vous déprimer, je précise. Le but, c'est que vous sachiez la réalité des choses. J'en ai tellement marre, en fait, d'entendre des gens qui, qui sont à 1000 lieues de la réalité que vivent les gens. On leur explique pas, on fait semblant qu'on n'a pas compris. On simplifie tout. C'est pas comme ça qu'on aide les gens. Aider les gens, en fait, c'est leur dire la vérité. Comme ça, ils peuvent s'y préparer. Et avant de se marier, avant de divorcer, avant de prendre des décisions, les gens, ils vont bien réfléchir. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment, qui pensaient au divorce, et qui se disent, après l'écoute de cet audio, ouais, mais finalement, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ce serait pas mieux de faire des efforts dans ce mariage plutôt que de devoir faire des efforts dans un célibat mal vécu? Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent ça. Et c'est le but. Alors moi, j'ai pas dit que le divorce, il est interdit. Moi, personnellement, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été anti-divorce. Je suis anti-divorce. Pour plein de raisons. Mais je suis un être humain. Je ne suis pas un ange. Et donc, quand il y a des situations de souffrance, il faut bien trouver une solution. La solution, il n'y en a pas 10 000. Soit on communique et on résout nos problèmes, et on met le passé derrière soi et on avance, en famille. Soit, ben, personne ne veut divorcer, mais il faut quand même avoir une vie affective, et les gens, ils ont une coépouse. Ou soit, dans la crainte d'Allah, gentiment, poliment, on se sépare, et on demande à Allah qui nous donne une bonne suite dans nos vies. On ne souhaite pas le mal à l'autre. J'espère qu'elle trouvera jamais personne. J'espère qu'il va crever dans son studio. Il a qu'à les bouffer, ses nouilles surgelées, ses pizzas. Il va savoir c'est quoi qu'il a plu, mes couscous et mes machins. Qu'il a qu'à souffrir, tiens, ça lui fera les pieds. Bien fait. Il m'a tellement fait souffrir. Qu'est-ce que ça vous rapporte de vous mettre dans cet état d'esprit? Vous êtes dans la rage, vous souhaitez le mal à l'autre, vous lui mettez l'œil. Les enfants, ils voient un père démoli. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Moi, vous savez, à un moment donné, je dis aux gens, agir par intérêt, c'est pas toujours mauvais, vous savez. Agir par intérêt. Parfois, c'est une bonne indication. Et peut-être après, les intérêts, arrivent des choses positives qu'on ne s'attendait pas. Tiens, c'est vrai qu'au début, j'ai recommencé à avoir des relations avec lui par intérêt. Mais maintenant, on s'entend de mieux en mieux. Il est de plus en plus relax. Il devient plus gentil. J'ai bien fait au début de me forcer un peu. Tiens, moi qui lui offrais jamais des fleurs ou un cadeau, ben je vois que maintenant, depuis que je fais ça, elle s'adoucit, elle me fait des compliments. J'ai bien fait de penser qu'une petite fleur, ça lui ferait plaisir. Comprenez? Et à un moment donné, même si on sent pas les choses, il faut les faire par intérêt, en se disant, ça peut, ça peut débloquer la situation. Ça peut améliorer les choses. Certes, j'ai pas envie. Certes, je lui en veux pour ce qu'il ou elle m'a fait. Mais j'ai un peu peur de ce qui m'attend dans la solitude. Alors autant faire des efforts dans le mariage que de devoir les faire après toute seule ou tout seul. Comprenez? Mais voilà, pour ça, il faut avoir ramassé plein de coups dans sa vie. Il faut avoir compris plein de choses. Il faut notamment avoir compris qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme.
Même s'il y a des petites variables, au final, c'est la même chose. Ça, on comprend très tardivement. On croit toujours, il y a beaucoup mieux, il y a très différent. Au final, ce sont des détails qui changent. Le fond, il est le même. C'est comme ça. Enfin voilà, je vais pas radoter. Je voulais quand même être dans un complément de l'audio d'hier. Et le but, c'est que j'espère que ça peut ramener certaines personnes à la raison, à la réflexion, et un petit peu se modérer dans ses envies de tout casser. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.